Salut tout le monde, c'est l'ultra grand angle, le plus compact et le plus léger au monde. Quand je l'ai reçu, vraiment, j'en croyais pas mes yeux. Je l'ai mis à côté des optiques ultra grand angle que j'ai habituellement et il était microscopique. Et là, je me suis quand même demandé, putain, j'espère qu'ils n'ont pas fait trop de compromis pour arriver à ce résultat-là. On va regarder la fiche technique. On est sur un 15 mm, 27 mm. En gamme Fuji, il se compare, et en gamme Sony aussi, il se compare avec le Tamron 1120 f2.8 qui était un peu la star jusqu'à aujourd'hui. Par rapport au Tamron 1120, on a accès à du vrai 10 mm. Donc on a un équivalent 15 mm alors que le Tamron était à 16,5. Mais on a chez Fuji aussi le 1024 f4 qui lui était un 15 35 mm. Donc le premier compromis qu'ils ont fait, c'est de s'arrêter à 18 mm, là où les autres vont à 20 ou à 24 mm. F2.8, donc on est sur un objectif qui est lumineux. Ils ont tous cette lamelle. Évidemment, ils disposent d'un autofocus, il n'est pas stabilisé. 13 éléments répartis en 10 groupes, on est sur une conception optique vraiment très travaillée de la part de chez Sigma. On a un joint au niveau de la monture pour assurer l'étanchéité à la poussière et à l'humidité. Diamètre de filtre 67 mm. La taille, vous l'avez vu, il est vraiment beaucoup plus petit, mais il est aussi beaucoup plus léger. 260 grammes seulement, alors qu'on est à 440 grammes pour du F4 chez Fujifilm. Et on a aussi un excellent rapport de grossissement, puisque clairement, en fait, on peut quasiment toucher avec la lentille n'importe quel objet et arriver à faire une photo, parce qu'on même à 10 mm, on obtient un rapport de grossissement de 0,25. Bon, pour le coup, c'était exactement la même chose avec le Tamron 1120. Et il est disponible pour un prix de 699 €. Donc, il se paye le luxe aussi d'être le moins cher. Donc, l'objectif en main, il est vraiment extrêmement compact et extrêmement léger. On a une petite bague de zoom. C'est un zoom externe, mais vraiment, ça s'étend à peine d'1 centimètre. Une bague de mise au point. On n'a pas de bouton AF, MF. On n'a pas non plus, évidemment, de bague d'ouverture que les fugistes aiment bien. Ils ont innové, parce que vraiment, là, pour le coup, ils ont montré que la compacité, c'était vraiment une priorité du développement de cet objectif-là. Et donc, ils n'avaient même pas la place de mettre un rail, vous savez, pour mettre un pare-soleil. Du coup, ils ont inventé un système de pare-soleil qui s'appelle le push-up, je crois. En gros, il faut appuyer pour mettre le pare-soleil et il faut tirer pour l'enlever. Bon, écoutez, bon, une fois que vous avez pris le pli, c'est un détail vraiment. Ça marche plutôt bien. Si ça fait économiser de la place, pourquoi pas. Bon, vous savez mon amour pour les ultra grands angles, à quel point ça permet de donner d'autres perspectives et finalement de changer des photos banales. C'est évidemment une optique qui est indispensable pour faire du paysage, pour jouer avec les perspectives, pour donner de la profondeur. Donc, tout ça, je ne le répète pas, je l'ai trop répété. Enfin, le cœur y est. C'est vraiment une optique avec laquelle moi j'ai tendance à dire vous faites vos meilleures photos. Et ici, en plus, comme elle est compacte, on peut l'amener absolument partout. Une des différences, par exemple, notamment avec le Tamron, c'est évidemment 10 mm vs 11 mm. 10 mm, 11 mm. 1 mm sur cette taille d'objectif-là, ça fait une grosse différence. Mais à l'autre bout du zoom, Sigma s'arrête à 18 mm, là où Tamron va à 20 mm et où Fujifilm va à 24 mm. Ça fait quand même une vraie différence. Pour autant, moi personnellement, je suis moins gêné par cette différence-là parce que on a les informations, on a juste à recadrer. Aujourd'hui, on a des capteurs qui sont tellement haute résolution et chez Fuji, on a même du 40 millions de pixels, mais même 26 millions de pixels, ça suffit. Il suffit juste de recadrer un peu. Les informations, on les a. Alors que prendre une photo plus large, c'est tout simplement impossible, sauf à faire des panoramas ou faire des choses compliquées. Donc, oui, effectivement, ça s'arrête à 18 mm. Pourquoi Sigma a fait ça? Parce qu'ils voulaient l'objectif le plus compact possible et qu'ils voulaient aussi vous proposer un complément avec leur 18-50 mm. Donc, vous pouvez avoir d'un côté le 10-18 et de l'autre le 18-50. En termes de piqué, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, au centre, dès la pleine ouverture, c'est vraiment très très bon et ça s'améliore vraiment de manière minimale quand on ferme. Il n'y a quasiment aucun intérêt à améliorer. On est sur un capteur de 40 millions de pixels ici. Ça les tient quand même vraiment bien. Sur les côtés, on est bon à pleine ouverture et on atteint le grade probablement très bon lorsqu'on arrive à f8. Et on va de l'autre côté. Vous voyez, on est déjà bon, je trouve, en termes d'homogénéité à pleine ouverture. Mais clairement, on a un peu plus de détails lorsqu'on arrive à f5.6, f8. Comparativement au Tamron, franchement, au centre, moi j'ai du mal à départager les deux. Si ce n'est, regardez la taille de la boîte du Tamron. Il n'y a que 1 mm d'écart, ça change vraiment la photo. Sur les côtés, moi j'ai tendance à dire sur les côtés que le Tamron est un peu meilleur à pleine ouverture. Vous voyez ici, je trouve qu'on a plus de détails sur ce sac. C'est pareil, on a plus de détails ici sur la pierre, donc j'aurais tendance à dire que en termes d'homogénéité, le Tamron est un peu plus homogène à pleine ouverture.
Allez, on est maintenant à f4. J'ai inclus évidemment le Fujifilm. Au centre, difficile de les départager. J'aurais juste tendance à dire que j'ai l'impression que le Fujifilm est légèrement moins bon que le Sigma et le Tamron. Quand on regarde en termes d'homogénéité, le Fujifilm et le Sigma sont très très proches. Je pense que le Tamron est légèrement devant en termes d'homogénéité, mais aussi il y a 1 mm de plus qui fait que les éléments sont plus gros. Peut-être aussi que ça aide le Tamron. En termes, là c'est pareil, vous voyez, ici je préfère le Sigma que sur le Fujifilm. Donc en termes d'homogénéité, j'ai tendance à dire que le Sigma et le Fujifilm c'est assez kiff-kiff, alors que le Tamron a peut-être légèrement plus de détails. Allez, on est à l'autre bout du zoom, on est à 18 mm. Là pour le coup, j'ai vraiment l'impression que le Sigma a pris l'avantage sur le Tamron à 18 mm. On a l'impression que partout où je regarde, c'est toujours le Sigma qui me donne plus de détails. On est maintenant fermé à f4. Pour moi, le Sigma est le meilleur hein. À f4. C'est lui qui a le plus de détails, le plus de contraste. Et quand je regarde en termes d'homogénéité sur les bords, c'est aussi le Sigma qui me donne le plus de détails. Le Fujifilm est un peu derrière et le Tamron est beaucoup derrière lorsqu'on est à 18 mm. Et c'est assez visible. Hein. Là, on est sur le côté droit. Vous voyez, le Sigma est vraiment devant. Allez, autre photo pour en avoir le cœur net. Déjà, la différence entre 10 et 11 mm, vous voyez, il y a cet arbre hein, qui a quasiment disparu. Et des deux côtés, hein, regardez. Et ici, la descente a quasiment disparu aussi. Donc, encore une fois, 1 mm à ces focales-là, c'est vraiment très important. En termes de détails, bah, écoutez, c'est assez kiff-kiff. Là, sur une végétation comme ça, j'ai du mal au centre à départager les deux parce que les deux sont vraiment excellents. Et on est sur 40 millions de pixels. Donc, c'est fou le niveau qu'on atteint. Lorsqu'on arrive vraiment sur les extrêmes, le Sigma est vraiment pas mauvais sur les extrêmes, mais j'ai tendance à dire que le Tamron, regardez ici sur tout ce feuillage, je vais trouver mes mots, on a quand même plus de détails ici sur le Tamron. Donc en termes d'homogénéité, j'ai tendance à dire que le Tamron à pleine ouverture est un peu meilleur. Mais le paysage, ça n'a pas toujours du sens de le faire à pleine ouverture, donc je me suis mis à f8 pour compléter justement le premier test qu'on avait regardé f4. Et là, lorsque je me mets à f8, bah, j'ai tendance à dire que c'est le Sigma qui atteint le meilleur piqué. Là pour le coup vous voyez le détail que j'ai ici sur la roche, mais par contre quand je vais sur les côtés, le Tamron en termes d'homogénéité est toujours celui où il y a le plus de détails, et même le Fujifilm est peut-être légèrement devant le Sigma. Le Sigma est pas mauvais hein. Moi je le mettrais, vous voyez, je le mettrais à bon en termes de piqué sur les côtés, le Sigma, et je mettrais les autres à très bon, donc ils ont un grade supérieur. Mais par contre, à 18 mm, il n'y a aucun débat. C'est le Sigma qui les enterre tous. Hein. Vraiment, là, pour le coup, c'est extrêmement visible la hiérarchie. Sigma 1, Tamron 2, Fujifilm 3. Allez, petite pause dans la vidéo pour vous rappeler que cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée. Ils l'ont pas vu avant, ni donné aucune consigne. Si je peux continuer à faire ces vidéos-là, c'est parce que certains me soutiennent en achetant leur matériel chez ipln.fr et en mettant le code créateur Damien. Moi, ça me permet de toucher une petite commission et ça me permet de continuer cette aventure. Et finalement, de pas... Moi, vous pouvez acheter le Sigma, le Tamron ou le Fujifilm. De toute façon, je travaille avec les trois et ça me fait aucune différence pour moi. En termes de vidéo, on est sur un objectif qui est idéal pour du vlog hein, parce qu'on peut vlogger sans avoir besoin de tendre le bras. Donc, c'est très confortable de vlogger avec cet objectif-là. Par contre, on n'a pas de stabilisation. Donc, on compte uniquement sur la stabilisation du capteur et sur la stabilisation numérique à la rigueur. Mais vous voyez ici, moi j'ai noté, notamment sur mon Fuji, quelques mouvements de wobbling. Donc ça, c'est le capteur qui, à très grand angle, comme ça, a parfois un peu de mal à stabiliser. Le bokeh est joli, même si franchement, je pense que c'est pas un objectif à bokeh, donc on va passer très très vite. Ici, ce que je cherchais, c'est le focus breathing. Donc regardez si ça change sur les bords. Et ici, le focus breathing est vraiment minimal. J'ai évidemment cherché le flair hein, sur cet objectif et je dois dire qu'il est extrêmement bien contrôlé. La perte de contraste quand on est face au soleil est assez minimale. Les billes de flair, les plus grosses qu'on peut trouver, c'est celles qu'on voit là où de temps en temps on a un point violet. Mais franchement, c'est extrêmement difficile d'avoir du flair. Et ici, je suis à pleine ouverture. Hein. Après, je passe à f16 et je trouve, vous voyez, c'est pour ça qu'on voit ce soleil en étoile. Je trouve qu'il n'y a quasiment pas de flair, quoi. Une des particularités de cet objectif-là, c'est le rapport de grossissement à 0,25. Vous voyez ici, bah, on peut faire cette photo-là. Je pense qu'elle est assez parlante. Et le piqué, je l'ai trouvé très bon, hein, parce que moi, quand je zoome dans la photo, c'est vraiment plutôt un bon piqué. Finalement, là, pareil, un autre exemple ici, juste pour vous montrer. On peut vraiment jouer, finalement, en collant l'objectif sur notre sujet. Ici, c'était sur une maquette. Voilà, on peut jouer. On peut vraiment jouer. La seule contrainte, en fait, finalement, c'est que vous vous êtes amené à être tellement proche du sujet que vous photographiez que bah, la plupart du temps, vous êtes en train de lui mettre une ombre dessus.
Et ça, c'est quand même une difficulté. Les aberrations chromatiques, c'est pas vraiment un sujet, hein. Franchement, aucun des trois est victime de fortes aberrations chromatiques. À la limite, si je devais faire un classement, le seul où j'en vois un peu ici, c'est le Tamron. Mais enfin, c'est vraiment minimal, donc pour moi, c'est pas un sujet. En termes de distorsion, au grand angle, on a une distorsion en barillet et on a une distorsion en coussinet lorsqu'on est au téléobjectif. Donc ça, clairement, hein, vous le voyez pas, sur les JPEG, c'est corrigé. Sur les RAW, vous avez les profils de correction. En termes de soleil en étoile, c'est pas incroyable sur cet objectif. Je trouve que les branches, vous voyez, elles se divisent. C'est pas le soleil en étoile le mieux défini. En plus, ici, vous avez vu, j'ai pu avoir un tout petit peu de flair parce que bon, le soleil en étoile, ça demande des conditions un peu particulières, hein. Donc voilà, en termes de soleil en étoile, pas fou. En termes de vignettage, on a plus de vignettage avec le Sigma que sur le Tamron. En termes de résultats, en termes d'astrophotographie, les deux font vraiment d'excellentes photos. Oui, on a un peu d'astigmatisme, hein, sur les deux. Vous savez, l'astigmatisme ou le coma. Ici, on a un peu des deux. Bah, c'est le fait que sur le côté, on a des étoiles qui s'étirent un peu. C'est le cas sur les deux. Ici, c'est le cas de ce côté-là sur le Sigma, mais c'est le cas de l'autre côté, ici, sur le Tamron. Donc pour moi, ils sont kiff-kiff en termes d'astrophotographie, mais ils donnent vraiment de bons résultats, notamment au centre. Alors maintenant, lequel je choisirais parmi les trois et pourquoi? En fait, ce Sigma, il a pris le 10 mm du Fujifilm et il a pris le f2.8 du Tamron. En fait, il a le meilleur des deux mondes. Et j'avoue que je porte moins d'importance aux télé. Est-ce qu'il finit à 18, à 20 ou à 24? Je m'en fiche, je vais recadrer. De toute façon, les informations, je les aurai. Aujourd'hui, avec les capteurs qu'on a, c'est moins un problème. Par contre, 10 mm ou 11 mm, on a vu, ça fait quand même une grosse différence. Donc, bah, en fait, c'est une petite dinguerie parce que les compromis me paraissent extrêmement acceptables. Oui, c'est vrai, le piqué sur les bords, il est bon, alors que probablement sur le Tamron, il est très bon. Donc, il est un peu moins bon sur les bords, mais là, encore une fois, à partir du moment où il n'est pas dégueulasse et où c'est pas tout flou, on peut rajouter un peu de netteté. Et finalement, on arrive à quelque chose qui est assez kiff-kiff. En plus, il se paye le luxe d'être le moins cher à 699 €. Ouais, j'ai du mal à voir en fait des raisons de prendre les autres. Oui, le Fujifilm 10-24, si vous cherchez une stabilisation, que vous avez prévu de faire beaucoup de vidéos, peut-être qu'effectivement ça fera une petite différence. Mais à f4, vous allez avoir moins de flou d'arrière-plan qu'à f2.8, donc peut-être qu'il vaut mieux mettre la stabilisation numérique. Le Tamron 1120, bah, c'est lui qui a probablement le meilleur piqué en termes d'homogénéité, mais moi c'est vrai que là maintenant qu'on a une option pour avoir 10 mm f2.8, ça va devenir plus difficile pour le Tamron. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ipln.fr, code créateur Damien, salut.